Et ces informations, très souvent, il les puise auprès des autres compatriotes. La question que je ne cesse de me poser, c'est de savoir pourquoi désorienter les gens qui arrivent dès le début. Nous allons parler de vous parce que vous êtes cette illustration parfaite de la personne qui a quitté le Congo pour aller au Canada, réussir, s'intégrer et vous exercer en tant qu'avocat reconnu au barreau du Québec. Maître, pouvez-vous nous raconter votre expérience par rapport à l'immigration au Canada? Comment ça s'est passé? Merci beaucoup pour la question. Vous savez qu'il n'est pas toujours facile de parler de soi-même, mais ce qui est vrai, c'est que moi aussi, je suis un immigrant et nous sommes ce qu'on appelle les immigrants de première génération. Donc, je n'ai pas d'ascendant. Je suis le premier de ma famille, c'est-à-dire quand je parle de ma famille, c'est vraiment la famille nucléaire d'être arrivé au Canada. Donc, du coup, comme vous, j'ai eu l'information en son temps, il y a à peu près 10 ans, qui avait un peu plus de 10 ans, pardon, qui avait possibilité de venir au Canada comme travailleur qualifié. Alors, lorsque j'ai reçu l'information, je ne me suis pas limité à l'information. J'ai reçu des documents qu'il fallait compléter avec l'aide de quelqu'un qui était ici et que je remercie d'ailleurs en passant. Mais je me suis aussi donné le temps d'aller lire. À l'époque, l'Internet n'était pas comme aujourd'hui. On viendrait, je devais aller dans des cybercafés, vraiment prendre du temps, dépenser un peu de moyens pour pouvoir prendre connaissance de ces choses, des fois même faire imprimer pour que je sois sûr que je m'engage dans quelque chose qui est vrai. Voyez-vous, donc un peu comme je vous disais à l'instant. Donc, une fois que j'ai vérifié par moi-même ces informations, je me suis lancé. Et la personne qui m'aidait ici, je dois reconnaître que c'était quelqu'un de très honnête, de très efficace, qui aussi avait pris au cœur mon dossier. Alors, on échangeait régulièrement par courriel. Et lorsque je complétais les dossiers, je devais envoyer par la suite par DHL. Donc, c'était quand même un peu lourd. C'était pas aussi informatisé comme aujourd'hui. Nous avons fait cela dans les cas de travailleurs qualifiés. J'ai été qualifié. À l'époque, j'étais en ma qualité d'avocat déjà au Congo parce que c'est ce que j'avais mis de l'avant. C'est ce qualificatif ou c'est sur cette expérience professionnelle que j'ai été pris. Je passais les tests de langue, je passais l'anglais, français à l'oral. Et ensuite, j'ai passé les examens médicaux et on m'a demandé de pouvoir rejoindre le Canada pour pouvoir valider. On m'a donné un visa d'1 mois qui devait expirer, je crois, en avril. Je devais être là au plus tard le 30 avril pour pouvoir valider ma résidence. Je suis arrivé au mois de mai de cette année-là. J'ai validé la résidence comment dirais-je, à l'aéroport. J'ai pu avoir la confirmation des résidences, mais comme j'étais né à tout prix à pouvoir refaire la même chose que ce que je faisais au pays, à savoir être avocat ici, c'est sur cette base même que j'ai été sélectionné. J'ai immédiatement pris contact avec le barreau du Québec. Et en même temps, je lisais beaucoup. J'ai suivi les capsules d'information. Tout était déjà en ligne ici. Je pouvais suivre des vidéos, l'intégration. J'ai suivi beaucoup de choses. J'ai répondu à toutes les invitations sur les séances d'intégration. Bref, j'ai vraiment usé de tous les outils qui étaient mis à ma disposition. Et après, je suis arrivé à la conviction que je devais maintenant passer l'étape 2, qui était de s'inscrire à l'université, parce que c'était une des conditions sine qua non pour pouvoir avoir un diplôme équivalent à ce qu'ils appellent baccalauréat ici, c'est-à-dire licence chez nous, et intégrer l'école du barreau. Nous sommes allés à l'université avec un certain nombre de collègues que j'ai rencontrés sur place. Ça nous a pris 2 ans. Et après, nous sommes inscrits au barreau, où la formation était d'1 année. Nous l'avons passé. Et une fois que nous avons passé notre formation, nous avons validé nos examens. Et après, nous avons été assermentés auprès du barreau du Québec. Je voudrais juste souligner ici que ça n'a pas été facile. Je peux les rencontrer aujourd'hui en 5 minutes ou 3, mais ça n'a pas été facile. Ça prenait quand même une certaine détermination. Parce que nous avons essayé de quitter nos stéréotypes. Parce que souvent, lorsqu'on s'interroge soi-même sur la faisabilité, les temps que ça peut prendre, et puis surtout les risques associés, parce qu'il y a quand même des échecs aussi dans ce genre de programme, des fois, vous avez tendance à ne pas vous lancer. Et puis, lorsque vous questionnez aussi nos proches, dans les sens de la communauté, plusieurs sont de ceux qui vous découragent pour une raison ou pour une autre. Alors, il faudrait vraiment écouter votre instinct. Il faudrait être déterminé et pouvoir vous lancer. Donc, c'est un peu ça, si je peux donner mon propre témoignage. Et quand je me suis lancé
dans ces programmes de formation, je me suis rendu compte au fait que je n'étais pas le seul. Il y avait plusieurs autres ressortissants de plusieurs autres pays à travers le monde qui faisaient la même chose. Mais j'avais seulement constaté qu'il n'y avait pas beaucoup de Congolais comme moi et ça m'avait un peu frustré. Mais du moins, il faudrait reconnaître qu'après, j'ai vu beaucoup de compatriotes congolais qui sont lancés aussi dans le même cheminement et qui aujourd'hui, par la grâce de Dieu, sont devenus aussi des avocats pour certains et d'autres des ingénieurs, des médecins. Donc, c'est question d'avoir la bonne information et surtout d'être déterminé. Voilà un peu si je peux apporter ma pierre de contribution sur la question. Maître Jugues Mwenzé, quels sont les défis que rencontrent les premiers arrivants au Canada? Le premier défi, à mon avis, c'est l'information. Je suis quand même aujourd'hui triste de vous informer que plus de 10 ans après que je vis ici au Québec, au Canada, je continue à recevoir des nouveaux arrivants avec toujours des mauvaises ou des fausses informations. Et ces informations, très souvent, ils les puisent auprès des autres compatriotes. La question que je ne cesse de me poser est celle de savoir pourquoi désorienter les gens qui arrivent dès le début. Nous tous, nous sommes arrivés à un moment donné, nous avons été dans nos communautés et nous avons été d'une certaine manière désorientés par rapport aux gens que nous avons, certaines personnes que nous avons trouvées ici, pas tous. On nous a parlé même de racisme, je vais être clair. On nous a parlé de discrimination, on nous a parlé, il y avait beaucoup de choses qu'on nous a rencontrées, même de l'âge. À votre âge, c'est plus possible. Pourtant, à l'époque, j'avais même pas 35 ans. Donc, voyez-vous, alors, à un moment donné, il faut que ça cesse. Il faudrait pas tirer les gens vers les bas. Nous sommes comme dans une espèce de panier à crabe et ça, c'est pas correct. Il faudrait laisser la personne aller vers ses propres ambitions, lui faire comprendre que ce n'est pas impossible, au fait. Mais malheureusement, je sens un certain défaitisme dans les chefs des gens qui arrivent, le même d'ailleurs que nous avions eu lorsque nous sommes arrivés au regard de certaines informations que nous avons reçues, mais ni était notre capacité personnelle de pouvoir prendre des décisions impopulaires, entre guillemets, je ne pense pas qu'aujourd'hui nous serons là en train de vous servir. Donc, il faudrait avoir la bonne information. Et puis, lorsque vous avez l'information, vous devez être déterminé. C'est très important. Ce n'est pas facile, ça ne se donne pas sur un plateau d'argent. Moi, je me souviens quand je suis arrivé pour faire utile, lorsqu'il fallait retourner à l'université, il fallait que je puisse m'adresser à des institutions bancaires pour ce qu'on appelait un prêt étudiant. Voyez-vous? Un prêt étudiant. Alors, le prêt étudiant, lorsqu'on parle avec des gens qu'on trouve ici, vous dites non, mais ce sont des dettes, vous n'allez jamais vous en sortir, ça coûte trop cher. Oui, ça coûte trop cher, je comprends. Mais nous sommes avantageux, nous les immigrants de première génération. Pourquoi? Parce que les prêts étudiants qu'on nous a accordés à l'époque, je ne sais pas si c'est le même système aujourd'hui, mais je ne pense pas que ça ait changé. Ces prêts est garanti par le gouvernement du Canada. Donc, voyez-vous, c'est un prêt garanti par le gouvernement du Canada et les conditions sont connues. Alors que les Canadiens même, les Québécois même qui sont nés ici, c'est-à-dire nos enfants qui naissent ici, ne bénéficieront jamais de ces prêts. Et lorsqu'il faudrait aller étudier et qu'il faudrait s'endetter, ils vont devoir négocier avec les banques au taux que les banques vont imposer. Ça, c'est quand même quelque chose de particulier que nous, c'est le gouvernement qui nous garantit un prêt pour pouvoir nous donner la même égalité des chances que les autres. Voyez-vous. Donc, ce qui fait que même les conditions sont tellement ajustées qu'au-delà du prêt, nous avons même une bourse. Alors que ceux qui sont nés ici ne bénéficient même pas des bourses. Et les conditions des prêts sont vraiment de banque à banque, dépendamment de ton dossier. Vous savez, les taux d'intérêt, des fois, sont monstrueux. Mais ça n'a pas été le cas pour nous. Alors, quand on n'a pas cette information, alors que c'est un privilège énorme, énorme, mais les gens nous ont dit que non, c'est un endettement, et vous allez crouler sous le poids de la dette. Pourquoi vous endettez pour les études? Vous avez déjà été formé dans vos pays, battez-vous pour travailler. Mais aujourd'hui, nous avons contracté ces prêts, nous avons pu étudier et nous sommes en train encore jusqu'à aujourd'hui de les payer, mais ça ne nous engloutit pas, loin de là. Donc, c'est une illustration par rapport à ce qui arrive. Donc, il faut faire très attention avec les choses que nous entendons. Faites vos propres investigations. Prenez le téléphone, appelez. Prenez les courriels, écrivez. Vous serez éclairés surtout. Et surtout, prenez le temps de lire. Prenez le temps de lire. Nous lisons difficilement, je ne sais pas pourquoi. Lisons, lisons, lisons. Tout est mis à notre disposition. Plus rien n'est caché. Mais peu sont les gens qui lisent. Ils préfèrent plus, on m'avait dit, quelqu'un m'a dit, moi on m'a dit, j'ai entendu. Mais quelle est la source? Question mark. Voilà. Comment s'intégrer
lorsque l'on arrive au Canada, vous avez quitté Abidjan en Côte d'Ivoire, vous avez quitté Dakar au Sénégal, vous avez quitté Kinshasa en République démocratique du Congo. Comment s'intégrer lorsqu'on arrive au Canada? Bon, lorsqu'on arrive au Canada, ce que j'ai toujours eu l'habitude de voir, de dire aux gens, c'est que quand on arrive au Canada, au fait, ne vous mettez pas en tête que vous êtes les premiers arrivés. C'est un pays qui a reçu des immigrants depuis plusieurs générations. Voyez-vous? Donc, c'est un pays qui n'est impressionné par aucun immigrant. Les immigrants, ils en ont vu, ils en voient et certainement ils en verront encore. Donc, du coup, vous devez premièrement avoir l'information. Parce que le Canada particulièrement, c'est un pays qui a plusieurs structures d'intégration des immigrants. Plusieurs structures. Et c'est pratiquement dans tous les quartiers. Vous allez sur Internet, vous tapez « Nouveau arrivant au Canada ». Là que vous inscrivez ça sur Google, vous avez toutes les informations, toutes les ressources. Les ressources, il y en a plein. Vous comprenez? Moi, quand je suis arrivé, lorsque je suis allé dans une des ressources d'intégration, il y a une dame qui m'a dit « Vous devez identifier dans votre communauté, la communauté congolaise ou africaine, parce qu'elle nous voit toujours dans la globalité, les personnes qui ont votre profil. Les personnes qui ont votre profil et faites tout pour demander des rencontres. Parce que ici, c'est tout à fait normal. Vous pouvez demander à quelqu'un de venir le voir et il vous reçoit. Une fois que vous allez rencontrer ces personnes, essayez de poser des questions ouvertes à ces personnes pour qu'ils vous disent comment ils ont fait pour pouvoir atteindre leurs objectifs. Et c'est ce que j'ai fait. Donc, il ne faudrait pas se limiter, il ne faudrait pas avoir honte. Au Canada, on dit toujours on n'a pas honte, chacun apprend de ses erreurs. Et surtout, n'ayez jamais honte de poser des questions. Il y a toujours quelqu'un qui vous répondra. Donc, voilà un peu la stratégie qui a été pour nous payante et j'estime que ça continue à nos jours et surtout avec l'Internet qui est démocratisé, si je peux ainsi m'exprimer. Aujourd'hui, tout est possible. Les gens s'écrivent, les gens s'appellent, vidéo. Aujourd'hui, les gens peuvent même plus se déplacer. On n'a même plus besoin de se déplacer parce que à travers tous ces mécanismes de Teams et autres Zoom, les gens peuvent aujourd'hui se parler à distance et puis donner l'information. Et je sens qu'ici, la culture est que tout le monde veut voir tout le monde avoir la bonne information. Tout le monde veut voir tout le monde aller de l'avant. Alors, il ne faudrait pas se limiter seulement dans un milieu où on vous montre que tout est négatif. Essayez d'aller au-delà et je suis sûr que vous allez tirer votre épingle du jeu. Maître, nous allons terminer ce programme. Quel est le message que vous pouvez partager à tous ceux qui nous ont suivis à travers l'Afrique et en République démocratique du Congo en particulier? Le message que je peux partager ici, c'est de savoir que nous sommes dans des systèmes qui sont des systèmes ouverts. Donc, je n'aimerais pas ici que quelqu'un croit que pour venir ici au Canada, parce que c'est du Canada qu'il s'agit, et même aux États-Unis où vous vous trouvez, on a besoin de recourir à des pratiques un peu, comment dirais-je, peu recommandables. Cherchez l'information. Ou si vous avez l'information, investiguez sur l'information. Essayez par vos propres investigations déboucher une conclusion qui vous soit personnelle. C'est-à-dire, parce que je vois des gens même arriver ici, je vois une petite parenthèse, arriver à l'aéroport avec un visa étudiant ou un visa touristique, de tourisme, ils disent à l'agent que non, ils sont venus chercher du travail. Ça pose déjà un sérieux problème. Un sérieux problème. Donc, parce qu'à l'origine, la personne qui les a aidés à obtenir ces documents leur a dit que non, on donne du travail dès que vous arrivez à l'aéroport. Ce qui n'est pas vrai. Donc, essayez d'avoir la bonne information, essayez de moins en moins à ne pas écouter les influenceurs. Ils parlent des questions qui sont techniques, mais n'ont pas la connaissance technique des questions qu'ils apportent. Alors, vous allez bâtir toute une décision sur base des choses que vous avez écoutées auprès des personnes qui n'ont aucune expertise là-dedans. Et après, vous savez la suite parce que beaucoup de gens disent, mais non, là-bas, ce n'est même pas le paradis. D'ailleurs, les gens souffrent là-bas. Je dis non, ce n'est pas un problème de paradis ou de souffrance. C'est un problème de savoir ce qu'on veut faire. Donc, cherchez toujours à avoir la bonne information. Au mieux même, cherchez à parler avec des professionnels. C'est très important. Aujourd'hui, nous avons des outils de communication qui sont rendus très accessibles. Ça nous permet au moins de pouvoir prendre une décision éclairée et savoir comment orienter ses pas. Si nous sommes arrivés, qu'on a gagné du temps par rapport à ces processus, c'est parce que déjà, en venant ici, comme je vous ai dit, j'ai le temps de faire mes propres investigations et surtout avoir l'information qui allait avec les objectifs que je poursuivais dans le pays. Donc, ayez des objectifs, cherchez l'information et surtout, cherchez l'information par vous-même et cherchez à parler avec un professionnel.
aujourd'hui c'est possible. Voilà un peu le message que je peux faire passer par rapport à votre question.